À Libreville et partout à travers le territoire national, merci d'avoir choisi à cet instant précis de la soirée la télévision Shekina pour votre principale édition d'information du soir. Et au sommaire de ce journée, un corps sans vie a été découvert ce matin sur la nationale 1 aux alentours du petit marché du PK6. Il s'agit d'un homme, la quarantaine révolue, mais qui n'a pas été identifié par les riverains. Dans la vie des entreprises, on parle de cette grogne des agents de la société Satram suite à des impayés de salaire datant de plusieurs mois déjà. Vous en saurez plus dans quelques instants avec Marielle Ekom. Rebonsoir à tous et merci donc de votre fidélité au programme de la télévision Shekina. Je le disais tout à l'heure, un corps sans vie a été découvert tôt ce matin aux alentours du PK6 sur la nationale 1 par les riverains de ce quartier. Ce corps n'a pas été identifié, mais au moins la découverte a créé la stupeur dans l'esprit des habitants du PK6 et même des riverains qui passaient par là à cet instant. Fabiola Mengue, Yasser Nicolandon, reportage. C'est dans la stupeur que les habitants du PK6 se sont réveillés ce matin. En effet, la découverte des macabées de sexe masculin sur la chaussée a alarmé le quartier. Après avoir passé un appel à la base des sapeurs-pompiers, qui, comme à l'accoutumée, se sont fait attendre, la population a jugé utile d'ériger des barricades sur la voie, toutes choses ayant fortement perturbé la circulation. Depuis hier à 15 h, il est mort. Seul. On les appelle depuis la nuit, depuis toute la journée. On ne peut que les appeler. On n'est pas des services. Voici les policiers là-bas. Eux, ils nous menacent. Parce que quoi? Ils ont que nos gens, on les laisse passer alors qu'il y a un corps. Mais lui là-bas, il est dans sa voiture. Qu'est-ce que tu vas bouger? Il ne bouge pas. Il est tranquille. Bon, maintenant, nous, on fait comment? On va rester avec un corps qui va sentir mauvais jusqu'à quelle heure? C'est une maison des pompes funèbres de la place, arrivée des heures plus tard, qui a emmené le corps. L'identité de ce dernier n'a pas été déterminée. À croire certaines indiscrétions, cet homme dormait à la belle étoile, sûrement un indigent, un phénomène devenu très récurrent dans les rues de Libreville. Grogne sociale avec notamment les agents de Satram, société d'accollage, de transit et de manutention, qui ont décidé d'observer un mouvement d'humeur ce matin à l'entrée principale de cette société, à l'origine de ce ras-le-bol des mois de salaire impayés. Marielle Ekom, reportage. Plus rien ne va à Satram, société d'accollage, de transport et manutention. Après avoir passé de nombreux mois sans salaire, les agents de la dite société, réunis autour de la Confédération démocratique des syndicats autonomes, n'ont eu d'autre choix que celui de geler les activités. Ils ont donc jugé utile d'une entrée en grève illimitée, du moins jusqu'à ce que la hiérarchie se décide de sortir de son mutisme. Ça fait plus de 3 ans de cela que cette situation perdure. Nous avons essayé d'accompagner la direction de cette entreprise afin de pouvoir planifier les choses et mettre sur cale ces différents points à partir desquels les employés n'ont jamais été tombés d'accord avec leur employeur, tel que le non-paiement de salaire en temps voulu et avec des impayés qui dépassent l'entendement, parce que depuis que je connais dans ce pays, dans le secteur privé, aucun travailleur du secteur privé n'est resté impayé pendant 3, 4, 5 mois. 6 mois. 6 mois, voire 6 mois. Ils prélèvent les cotisations CNSS dans les bulletins de salaire, ils ne les reversent pas. Comment peut-on, où est-ce qu'on va pour l'avenir, le devenir de ces travailleurs dans les sites pétroliers ont déjà débrayé. Et là, nous avons essayé depuis le début de la grève, nous les avons accompagnés en utilisant le service minimum. Mais sauf malheureusement, du côté de l'employeur, rien ne se fait. Il ne bouge pas. Il y a eu une première conciliation qui a pu se faire le 13 du mois en cours. Et cette conciliation se soldait par un échec cuisant. Parce que, ne tenant pas compte des desiderata des travailleurs. Et nous avons fait un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail et de l'Emploi pour arbitrage afin de sortir de cette situation. Absents sur les lieux lors de notre passage, les responsables, malgré quelques tentatives de sortie de crise, n'ont pas bougé d'un iota, chose que comprennent mal les agents qui ne savent plus où donner de la tête. Je suis hypertendu, déclaré, l'employeur le sait bien sûr, et j'ai un examen dorsal, j'ai une douleur dans le dos,
j'ai pu me rendre dans un centre hospitalier qui m'a fait cette demande d'examen. Jusqu'à l'heure actuelle, je suis incapable de pouvoir faire ces examens. Le législateur a prévu dans l'article 341 la grève, qui est bien sûr régulée, comme vous pouviez le remarquer, par le syndicat. Et c'est le seul moyen qui nous est donné pour nous exprimer. Nous ne cassons pas, mais nous appelons, nous interpellons simplement l'employeur de manière à ce qu'il puisse non seulement nous informer de démarches qu'ils font, et dans le but même d'apaiser. Remarquez qu'en dehors de la santé, il y a aussi au niveau du loyer. Il y a bien de mes collègues qui sont dehors. Nous ne savons même pas où est-ce qu'ils vont dormir cette nuit. La loi demande à ce que l'employé puisse être payé au plus tard le 5 du mois. Mais nous allons jusqu'à 3 mois, 4 mois, voire 6 mois pour d'autres. Hein? Voilà une situation qui s'ajoute au tableau déjà sombre de la vie des entreprises intergabonaises. Vivement que les instances gouvernantes contactées à cet effet parviennent à ramener la sérénité au sein de l'entreprise Satram. Sinon, ce torchon qui brûle déjà risquerait de se calciner. Mouvement d'humeur à la Satram Société d'aconnage de transit de manutention. Bras de fer par contre entre le ministère des Transports et la CGPMEI. En toile de fond de ce désaccord, les arrêtés signés par la tutelle déplaisent à l'opérateur économique qui a d'ailleurs fait une sortie médiatique. Ephraim Yokedzo, Mosconi Ngonumba. Le secteur des transports terrestres pourrait connaître des perturbations dans les tout prochains jours. Les raisons de cette montée d'adrénaline, une incompréhension liée au non-respect des accords signés entre la tutelle et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries. Contre toute attente, nous apprenons que depuis une semaine, des conventions et des agréments sont accordés à des entreprises autres que celles qui ont fait jusqu'ici la fierté de ce département, qui ont accompagné ce département depuis plusieurs années et qui sont liés par des accords de partenariat, par des conventions de concession de services publics avec le ministère des Transports. Des arrêtés sont signés à foison sans qu'au préalable ne soient impliqués les acteurs concernés. Emmanuel Marcos-Zué et son groupe d'opérateurs économiques exerçant dans le domaine des transports déclarent avoir été floués par les responsables de ces départements. Si vous avez l'arrêté 0010-MTITP-HTAT-CAB-MDT, d'accord? Cet arrêté a été pris par le ministre en charge des transports de l'époque en 2013. C'est un arrêté qui fait état du comité de dialogue au sein du ministère des Transports en y impliquant l'ensemble des acteurs justement qui ont accompagné ce département depuis plusieurs années. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu discuter parce que nous sommes partie intégrante de ce cadre de discussion dont ici vous voyez la liste des partenaires qui sont partie prenante du cadre de discussion. Au nombre des mesures qui font déborder la goutte d'eau dans le vase, on note l'arrêté 0097-MTL-2017, lequel comporte divers manquements, à savoir l'absence des amorés du gouvernement et bon nombre d'identifiants pouvant prouver l'authenticité du dit document. On peut s'interroger si certains administratifs seraient pas se mettre dans la falsification des documents. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries exige des clarifications à ce sujet. Dans le cas contraire, d'autres mesures seront engagées. La cérémonie de remise de dons pour le projet d'agrandissement du centre de traitement ambulatoire d'Nkembo, financé par le Japon, a lieu ce matin en présence de son Excellence Masaki Sato, ambassadeur de la République de Chine au Gabon, et de Léonard Assongo, secrétaire général du ministère de la Santé. Mais il y avait surtout nos reporters Inès Nungamombo et Yasser Nicolandon. Au centre de traitement ambulatoire de Kembo, une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH se matérialise. La cérémonie de remise de dons pour le projet d'agrandissement du CTA Kembo, financé par le Japon pour un montant de plus de 39 millions de francs CFA, dans le cadre de la coopération bilatérale dénommée les dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Des conditions de traitement pour les patients
et de la population gabonaise. Pour les bénéficiaires, la joie pouvait se lire sur les visages du fait de cette dotation qui vient soulager un tant soit peu la souffrance de leurs patients. En mon nom, nous présentons à notre hiérarchie et au Japon nos sincères remerciements. Nous remercions parce que nous sommes désormais dans des conditions de travail optimales. La dispensation des antirétroviraux se fera de manière agréable. Les personnes vivant avec le VIH seront servies à l'aise parce qu'il y a un hall d'attente dans la pharmacie, il y a un comptoir, il y a des étagères de rangement modernes et une salle de stockage à température recommandée. Voilà, nous sommes réellement satisfaits. La coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon va bon train et les actions sur le terrain sont visibles telles qu'ici au CTA de Kembo avec l'unité de radiologie en 2014, suivie de l'expansion de la dite structure pour le bon fonctionnement de celle-ci. Et le gouvernement gabonais ne peut que saluer de telles initiatives. Mais bénéficier certainement de les ambulances qui vont arriver pour l'hôpital Albert Joseph. Le Japon nous appuie. Il nous appuie pour que nous puissions être capables d'offrir aux populations gabonaises une des meilleures conditions de santé. Vous regardez ce qui s'est passé ici. Nos malades souffrant de VIH étaient entassés et il n'y avait pas une fluidité dans la prise en charge. Le Japon ayant vu cela, nous a proposé cette extension qui nous permet aujourd'hui de consulter dans les bonnes conditions, de faire asseoir les gens. Aujourd'hui, le Japon entend étendre ses actions à l'intérieur du pays pour l'application sans faille de la politique gagnant-gagnant. Toujours en santé, célébration aujourd'hui de la journée mondiale du paludisme par la communauté internationale et nationale. Et pour coller à cette actualité, voici le zoom de la rédaction de la télévision Shekina sur le paludisme, notamment sur la définition, les causes, les symptômes, le diagnostic et surtout les moyens de prévention de cette maladie. Reportage. Le paludisme ou malaria est une pathologie infectieuse tropicale transmise à l'homme par le moustique. Endémique de certaines régions d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, cette maladie est responsable chaque année d'1 à 3 millions de morts dans le monde. Le paludisme est la maladie tropicale infectieuse la plus répandue dans le monde. Elle est due à un parasite, le Plasmodium, transmis à l'homme par différentes espèces de moustiques du genre Anopheles, inoculé à l'homme par piqûre d'un moustique porteur de ce parasite. Le paludisme touche une centaine de pays dans le monde selon les estimations des Nations Unies. La maladie est endémique des régions dites tropicales, donc situées de part et d'autre de l'équateur, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Le paludisme sévit dans un vaste ensemble géographique regroupant les Amériques, une vaste zone de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud-Est et du Centre. Lors de l'inoculation, l'infection se manifeste par une fièvre élevée, des douleurs abdominales, articulaires, musculaires, des maux de tête, des troubles digestifs, avec vomissements et diarrhée que les spécialistes désignent par gastro-entérique. Le parasite, une fois dans le corps, au niveau du foie notamment, entraîne l'apparition des symptômes successifs. D'abord, des frissons apparaissent brutalement et durent moins de 2 heures, puis une grande fièvre pendant quelques heures, enfin des sueurs importantes. Ces symptômes vont survenir par crise tous les 2 à 3 jours. Pour poser le diagnostic, il faut observer les crises de fièvre, leur intensité et leur fréquence. Il faut également une prise de sang. Le parasite ayant développé des résistances par rapport à certains traitements, les combinaisons à base d'artémisine sont le seul moyen de traitement efficace connu contre le paludisme aujourd'hui. Moustiquaires imprégnés, insecticides, des répulsifs à moustiques sur la peau, les habits couvrant la peau le soir et la nuit. Il est également recommandé d'éviter les zones rurales. Il faut également se débarrasser des boîtes susceptibles de favoriser le développement du parasite ou des mares d'eau à proximité des maisons d'habitation sont entre autres préventions contre le paludisme. Vie associative Femmes Osons l'Ambition, c'est sous ce thème que le réseau Inter-Elle a organisé un espace d'échange pour se retrouver entre elles et valoriser leur identité culturelle dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme. Pierre Pafemba-Dikoum, reportage. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme gabonaise, le réseau Inter-Elle a organisé un espace d'échange sous le thème Femmes osons l'ambition.
marquée par des exposés, démonstrations artistiques et activités socio-culturelles. Une journée consacrée aux problématiques rencontrées par les femmes gabonaises. Ce qu'on a exposé aujourd'hui, c'était que la société est construite pour limiter les ambitions de la femme. Quand on regarde, quand on lit l'histoire des sociétés, l'histoire d'ailleurs des constructions sociales, quand on lit l'histoire des luttes féminines aussi, on se rend compte que les systèmes juridiques de nos pays francophones, on est au Gabon, parlons du Gabon, ces systèmes juridiques sont construits pour limiter l'ambition de la femme et pour la cantonner donc du côté des activités domestiques. Des débats enrichissants visant à aider les femmes à mieux se connaître, à s'accepter. Les femmes représentent plus de la moitié de la population nationale et sont par conséquent des actrices incontournables du développement du Gabon. Leur représentation dans le gouvernement actuel illustre l'intérêt du président de la République pour la participation des femmes aux décisions qui engagent notre nation. Femmes, osons l'ambition, c'est en tout cas le mot d'ordre du cercle des femmes actives de divers secteurs professionnels réunis autour du mouvement Interrel. Le Gabon commémore depuis ce matin la journée africaine de la détention préventive sous le thème « Pour un strict respect du délai de la détention préventive ». Lieu de la célébration, Commission nationale des droits de l'homme où une conférence débat s'est tenue. Euphrem Yokedzo, Fleuria Seondo. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour la journée africaine de la détention provisoire, prenait part à la conférence débat qui a eu pour cadre le siège local de la Commission nationale des droits de l'homme, plusieurs hauts cadres de l'administration gabonaise, les membres du corps judiciaire, députés à l'Assemblée nationale et ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. La thématique portant sur le strict respect du délai de la détention préventive a retenu l'attention des participants, tellement cette question revêt d'une importance capitale dans notre pays. Des abus dans ce sens sont à dénombrer dans les geôles du pays. Sur le plan délictuel, sur le plan correctionnel, eh bien, c'est 6 mois et en matière criminelle, c'est 1 an. C'est ce que prévoit la loi. Mais il arrive qu'il y ait des abus, des excès en la matière. Et c'est justement là-dessus qu'il fallait interpeller la magistrature, interpeller les juges d'instruction et les procureurs, donc les membres du parquet, leur dire que le respect de la loi, le respect du délai légal s'impose, selon qu'on soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle, et faire un peu le bilan, si vous voulez, de la prison gabonaise, qui a aujourd'hui 91 ans, il faut le dire tout haut. Parce que la première prison au Gabon a vu le jour en 1925. Et à ce jour, cela fait 91 ans quasiment que nous sommes en train de rechercher une véritable politique pénitentiaire la plus humaine qui soit, pour ne viser que la resocialisation. Mais pouvons-nous seulement le faire dans les conditions que vous connaissez? À la prison centrale de Libreville, près de 80% de ces détenus sont déclarés provisoires, ce qui pose une réelle difficulté dans l'application des faits avant leur jugement. Nos prisons, en général, sont construites depuis l'époque coloniale et que nous sommes largement en surpopulation carcérale. Donc, c'est à ce titre qu'il y a même un rapporteur spécial des Nations Unies pour la détention, les détentions en général, pour contrôler, vérifier les conditions de détention. Mais ce qui choque la plupart du temps, c'est de constater que la détention préventive, chez nous, nous parlons de détention préventive et non de détention provisoire, mais dans les faits, c'est la même chose. C'est qu'il y a une surpopulation carcérale en matière de détenus préventifs. Nous pouvons, le ratio pourrait être de 80% de détenus préventifs à 20%. Ça, c'est le rapport africain. Au Gabon, nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin, tout simplement parce que l'activité judiciaire est quotidienne et les décisions de libération ne sont pas au même rythme. Cette journée que le Gabon commémore a été instituée lors de la 10e biennale du réseau international des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique. On note cependant que sur le cas spécifique du Gabon, le législateur a tout mis en œuvre pour que les textes liés au respect de la dignité humaine soient respectés, mais sur le terrain, le constat est tout autre.
Et à propos de cette conférence, à propos de cette célébration ou de commémoration de la journée africaine de la détention préventive, la conférencière et le président du Conseil national des droits de l'homme sont longuement revenus sur la question relative à la détention préventive, notamment ses conséquences. Nous les écoutons. Certaines personnes qui font l'objet d'une incarcération préventive de longue durée et dont la décision finale peut se retrouver être soit une relaxe, c'est-à-dire qu'on libère la personne, on la déclare non coupable, donc relaxée ou acquittée. Or, parfois cette personne a suivi une détention préventive plus ou moins longue. La loi, le Code de procédure pénale prévoit dans ses articles 129 et suivants les conditions qui permettent de réparer le préjudice qu'on lui a causé. Parce que mettre quelqu'un en détention parce qu'il a commis des faits, cela peut se justifier, mais forcément ça crée un désordre, ça pose un problème social. Mais quand il se révèle que c'est inutilement que cette personne fut détenue, l'État a dit que c'est à bon droit que cet individu devrait pouvoir se rapprocher des services compétents pour demander réparation. Donc il y a toute une procédure pour obtenir une indemnisation aux fins de réparation du préjudice que l'État lui cause en le plaçant en détention préventive. La détention provisoire, c'est, si vous voulez, cette incarcération qui se situe, qui court jusqu'au jugement, de la personne, de l'inculpé. Et donc, cette durée-là est régie par le Code de procédure pénale et en termes de délai, en termes de conditions, de forme et de fond. Et nous voulions rappeler tout cela à travers cette conférence qui a été animée par un procureur général adjoint de la Cour de cassation. Nous voulions, n'est-ce pas, par cette voie, informer le public, tout en faisant de la pédagogie, parce que ce qui est important dans les droits de l'homme, c'est pouvoir éduquer la population, pouvoir éduquer, n'est-ce pas, suffisamment sur les droits et libertés de la personne humaine. Et donc, parler de la détention provisoire, c'était quasiment faire le bilan de toute la chaîne pénale de notre système judiciaire, à partir de la garde à vue, on va dire, qui est aussi en prime, une détention provisoire en quelque sorte, jusqu'au jugement. De la politique dans cette édition d'information avec l'UPL, formation politique de l'opposition gabonaise, qui a procédé au week-end écoulé à l'installation du bureau du conseil communal de Libreville du 2e arrondissement, notamment au quartier Yaveya. L'économie de cette cérémonie d'installation avec John Hilaire Bouyandongobadi. UPL, formation politique de l'opposition gabonaise, a procédé le week-end écoulé à l'installation du bureau du conseil communal de Libreville, en présence de son président, qui, après le geste symbolique d'installation, a exhorté le bureau fraîchement installé au quartier Yaveya dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville à se mettre au travail. Le travail commence maintenant. C'est Libreville, la capitale politique. Un parti qui veut avoir une audience doit d'abord être bien implanté à Libreville. Un candidat qui veut avoir, nous parlons d'élection présidentielle, s'il gagne à Libreville à l'Estuaire, il est déjà élu. Parce que toute la population, plus de la moitié du corps électoral, se trouve à Libreville et à l'Estuaire. C'est pour vous dire l'importance que revêt le travail sur le terrain à Libreville. Le docteur Ngouan Alogo a demandé aux membres de sa formation politique de demeurer dans l'opposition pour récolter ce qu'ils auront sémé. Faisons attention, si nous avons dit que nous restons là, nous, quoi qu'il arrive, contre vent et marée, nous sommes là dans l'opposition, restez dans l'opposition. Vous allez récolter, semer pour pouvoir récolter. Ce n'est pas parce que le jour où vous semez, c'est pas ce jour-là que vous récoltez aussi. Essayons d'avoir une petite patience. Une petite patience. D'ici le mois de mai, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Parce que l'élection française se termine au mois de mai.
et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Une photo des familles a mis thème à cette cérémonie d'installation au quartier Avea. Nous restons toujours en politique, cette fois-ci hors de nos frontières. En France, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont plongés dans l'amertume provoquée par l'échec de leur candidat au premier tour de la présidentielle française. Un reportage de nos confrères de France 24. Inconsolables, les supporters de Jean-Luc Mélenchon. Mais t'as vu le score qu'on a fait? Le score de leur candidat a beau être sans précédent, supérieur de 8 points à celui de 2012. Le sentiment qui prédomine ici, c'est la déception. La déception, bien sûr. Il n'y a pas de fierté de score, c'est pas du sport. Moi, je voulais qu'il soit président, c'est tout. Le reste, je m'en fiche. Donc je suis déçu, c'est tout. On voit des militants pleurer, d'autres crient leur colère. La soirée s'éternise ainsi. Tout le monde attend la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Plus de 7 millions de Français ont voté pour lui jusqu'au bout. Il a espéré dépasser Marine Le Pen, mais à 22 h, c'est terminé. Il doit s'exprimer et renvoie dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen, produit, selon lui, du même système. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont donc renvoyés à un choix personnel. Ils sont partagés. En l'état actuel, aucun des deux programmes ne me convient, à moi en particulier, mais je pense aussi à beaucoup de personnes qui ont voté pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. On peut voter Macron, on peut aussi s'abstenir, voter blanc, moi je comprends. Mais pas voter Le Pen. Pas voter Le Pen, ça c'est impossible parce que le Front National est un ennemi et il le sera toujours. Moi je pense qu'il faut voter Macron, parce que j'ai entendu parler pas mal de gens là, donc, à cette soirée, et il y en a plein qui se disent bon bah c'est pas grave si on vote pas Macron, le reste des Français le fera. Mais le problème c'est que si on pense tous comme ça, on risque vraiment d'avoir une mauvaise nouvelle. C'est très délicat parce que j'avoue qu'entre la peste et le choléra, c'est pas très facile de se prononcer. La raison commanderait plutôt de voter Macron. Mais je suis pas sûr qu'on ait envie de le dire. Certains regrettent que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas donné une position claire. Mais lorsqu'il vient saluer ses partisans, il se place sur un autre registre. À vous, jeunes gens, de reprendre la tâche et le flambeau à l'endroit où je vous l'aurais donné, étendu d'une main à l'autre. Passer le flambeau, Jean-Luc Mélenchon a 65 ans. Cette campagne riche en émotions, mais qui s'achève à la 4e place, est-elle la dernière? Il est trop tôt pour le dire. Scène de tristesse pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. À l'opposé, scène de joie pour les électeurs d'Emmanuel Macron, vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle. Il a été applaudi à la sortie de son domicile ce matin par ses électeurs. Reportage. Emmanuel Macron, sous les applaudissements ce matin à la sortie de son domicile. Serrage de main et photo avec ses sympathisants. Escorté, le candidat d'En Marche s'est ensuite rendu à son QG. Pour ses soutiens, c'est l'opération séduction. Il faut continuer la stratégie du rassemblement. On continue la campagne, on a encore 15 jours. Rien n'est gagné. Il faut se battre chaque jour sur le terrain pour gagner de nouveaux soutiens, pour gagner de nouvelles voix. Marine Le Pen, elle, est repartie ce matin sur le terrain, à la rencontre des électeurs sur le marché de Rouvroy dans le Pas-de-Calais. Tract à la main et accompagnée du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, elle se dit confiante. Est-ce que vous vous sentez seule contre tous ce matin, Madame Le Pen? J'ai pas ce sentiment. Le Front républicain est en train de se Oui, le vieux Front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare. François Fillon a choisi de rester discret ce matin. Il s'est rendu à son QG vers 9 h. Tandis qu'au siège Les Républicains se tient une réunion de crise. Les ténors du parti se sont réunis pour un comité politique avec un objectif, définir une position commune pour les législatives. Écoutez, l'heure n'est vraiment pas à choisir un chef, si vous voyez ce que je veux dire. On va déjà commencer à imaginer à quoi peut ressembler un collectif pour faire en sorte que le maximum de nos députés puissent l'emporter aux prochaines législatives et qu'ainsi nous puissions rééquilibrer les choses.
Mélenchon, lui, n'a pas fait de déclaration. Au siège du Parti socialiste rue de Solferino, c'est la tête baissée que les élus se sont retrouvés pour un bureau national. Bilan de la campagne, analyse des résultats et surtout stratégie pour les prochaines législatives. Un bureau capital pour l'avenir du parti. Ce résultat marque la fin d'une époque et appelle à un profond renouvellement. Tous les cadres du parti se rejoignent sur un point. Ils appellent à voter Emmanuel Macron au second tour. Et avant de nous dire au revoir, voici à présent votre rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Fabio Lamengue, à savoir quel est le vecteur du paludisme. L'agent vecteur du paludisme? Aucune idée. Ah, je sais pas, on ne sait pas. Je ne connais pas. C'est les moustiques. Pardon, pardon. La Nofel femelle, il fallait nous proposer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.